Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sans les États-Unis, le monde à Paris, c'était cette semaine. Alors, contre le terrorisme, pour la liberté d'expression, avec Israël, comment est-ce que vous l'avez vu ici, en Algérie? Khaled. Oui, la présence du Premier ministre israélien? Non, ce message qu'on a voulu diffuser à travers cette grande mobilisation parisienne. Bon, c'était une belle mobilisation en France. On se pose toujours la question pourquoi on se mobilise avec un pays comme la France et pas, par exemple, avec un pays comme l'Algérie autrefois. Je pense que la France est un pays occidental. Les gens aiment bien se mobiliser avec leurs amis, avec leurs proches. C'est ce qui s'est passé avec l'Occident, l'Europe, qui s'est mobilisée comme un seul homme, et d'autres pays comme l'Algérie qui se sont sentis obligés de le faire. Le Maroc ne s'est pas mobilisé, le Qatar et l'Arabie Saoudite aussi. Moi, je salue beaucoup la position marocaine aujourd'hui, même si elle est un peu ambiguë, même si elle entre aussi dans le contexte de la crise. Il n'y a pas de lune de miel actuellement entre le Maroc et la France pour plusieurs raisons, mais aussi le Premier ministre israélien qui a exploité incroyablement cette situation. Moi, j'ai beaucoup d'amis en France qui me disent officiellement que le Premier ministre israélien a décidé de participer à la marche que lorsqu'il a appris que son ministre des Affaires étrangères allait y être. Vous savez, ils ne s'entendent pas beaucoup. Lorsque Avigdor Lieberman a décidé de marcher, c'est là où Netanyahou a dit « Je brave tout le système de sécurité et je vais à Paris ». Apparemment, il n'a pas été convié à la marche en elle-même. Il était là, au premier rang, et comme je dis, il a... C'est plus ça que tu as retenu finalement. Hein. Oui, c'est Israël, le message d'Israël. Alors, contre le terrorisme, pour la liberté d'expression, avec Israël, Abed, comment est-ce que toi, tu perçois un peu le message que la France a voulu... À partir des disons, de 4-5 premières heures après l'attentat, on va dire la première journée, c'était l'émotion. Mais à partir du deuxième jour, tout le monde était dans la communication. Tu veux dire récupération politique? Récupération, c'est un terme péjoratif. C'est des impératifs politiques qui s'imposent à tout le monde. Et il y a des gens qui ont été plus habiles que d'autres. Netanyahou s'est incrusté. J'imagine que pour Ramtallah Mamara, pour l'Algérie, la question s'est posée, faut-il y aller ou pas? En fait, c'était de la représentation. Et donc, ils ont fait leur analyse, ils ont décidé d'y aller. Il y a eu beaucoup de jeux sur Sarkozy. Il y a eu des montages avec Sarkozy qui étaient partout. Il voulait être présent, etc. Mais bon, voilà. La France s'est donnée en spectacle. Elle a réussi un coup médiatique qui était exceptionnel. Elle a réussi à retourner un attentat terroriste en grand événement, à la fois d'émotion et de représentation. Bon, c'est un système politique qui marche, contrairement à ce qu'on croyait. On a beaucoup parlé d'amalgame. La question, c'est est-ce que l'amalgame finalement n'a pas commencé? Il y a une question que je te pose, Saïd. Saïd, je regarde Yassine et je dis Saïd. Saïd. Est-ce que l'amalgame n'a pas commencé quand on a voulu tout de suite expliquer ces actes terroristes? Les politiques, la presse, les intellectuels ensuite, les citoyens, c'est allé dans tous les sens contre Israël, je le disais. On a importé une guerre civile, on a entendu un peu tout, la montée du fondamentalisme. Alors on a demandé une réaction très vive de la communauté musulmane en France pour condamner ces actes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que y a un grand message, une grande mobilisation, mais un message pas très clair. En fait, on est allé très loin. On a demandé à la communauté musulmane qu'on ne reconnaît jamais. D'ailleurs, en France, on refuse qu'il y ait une communauté musulmane. Mais on a demandé dans ce moment-là très, très particulier à la communauté musulmane de se désolidariser. C'est comme si, de manière implicite, on considérait qu'ils sont co-responsable du carnage. C'est absolument effroyable comme postulat, mais c'est bien cela qui est marché. Et moi j'ai lu, il y a un idéologue qui écrit dans le Figaro, c'est Rioufol.
il a fait un parallèle sidérant en disant en 54, 800 bonhommes ont mis ont agi en Algérie et ont cassé la République française. Il le met en parallèle avec l'acte terroriste qui a été commis contre le Charlie Hebdo. Dans leur pensée, c'est vraiment une pensée, une filiation non plus sur la communauté musulmane qui est là-bas, mais sur l'Algérie, sur son propre histoire. Ça remonte jusqu'au FLN historique. Ça pose un vrai problème. Le message n'est pas qu'ambigu. C'est un message ultra politique, d'extrême droite, qui est en train de prendre de la place. Hussein. Enfin, moi, je pense qu'il y a eu 2 grands moments dans cette semaine tout à fait hors norme et historique. Il y a l'attentat contre l'Hebdo Libéré, qui a déclenché évidemment Charlie Hebdo, pardon. L'Hebdo Libéré, c'était chez nous, comme quoi la connexion est toujours permanente. Et c'est antérieur, 1994, qui a déclenché une immense émotion, y compris dans le CPP de la semaine dernière. Abid Chef l'a réécouté, il n'a pas beaucoup aimé, non l'armement. Mais bon, c'était un grand moment d'émotion. C'était un grand moment d'émotion. Ensuite, il y a eu quelque chose, je dirais entre guillemets, de plus ordinaire, qui est l'attentat de plus ordinaire au sens de l'historicité, qui est plus un attentat contre la liberté d'expression, mais un attentat contre les Juifs, qui a totalement changé la donne. C'est à la porte de Vincennes, c'est Koulibaly. Enfin, on pourrait dire Koulibaly m'a tué aujourd'hui, parce que c'est ça qui a ouvert la porte à Netanyahou. Et là, ce dont on s'est rendu compte, c'est pas que le gouvernement français ou le système politique français, comme le dit Abed, fonctionne, c'est que le lobby juif CRIF en France est aussi puissant que le disent les antisémites, que le dit l'humoriste Dieudonné. Grand bien lui fasse. Il est efficace. Il a réussi à faire passer l'émotion principale qui était portée sur les journalistes, nos confrères, parce que la grande émotion, c'était d'abord parce que c'était nos confrères, et qu'on s'est senti totalement, en tous les cas, pour ma part, solidaires de leur situation, parce que ce sont des journalistes qui s'expriment par leurs plumes, par leurs idées. C'est passé de cela au scénario habituel de tout ce qui se passe depuis la Shoah. Le peuple juif, tout ce qui est juif est menacé, et en particulier aujourd'hui par les islamistes. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que le lobby juif a réussi à détourner, parce que c'est pas de cette manière que je l'ai ressenti. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ce que représente Charlie Hebdo est resté plus puissant que ce vers quoi voulait pousser le lobby juif. Je ne pense pas. A posteriori, on est encore dans Charlie Hebdo. Et qu'est-ce que tu fais de la réaction des politiques français à ce moment-là, qui finalement font dans le communautarisme, qu'ils combattent aujourd'hui? Non, ça c'est un autre sujet. Si, le discours politique français aujourd'hui, juste après cette déclaration, juste après cet attentat, peut changer la donne et peut remettre en cause ce que tu dis. Non, là on est sur un autre sujet. C'est comment les Français vont gérer l'après-attentat, c'est une autre donne. Je pense que le discours le plus choquant a été prononcé hier par Marine Le Pen au siège du Parlement européen à Bruxelles, où elle a dit que le problème n'était pas le terrorisme, mais l'islamisme. Donc c'est la seule femme politique... Elle a dit l'islamisme et pas le terrorisme. Donc je pense qu'elle a franchi le pas et qu'elle est dans son rôle aussi. Certainement que chacun a dû tirer la couverture de son côté dans cette histoire. On pense notamment à tous ces représentants européens qui étaient présents à la marche, entre autres. On peut comprendre. Par contre, on a du mal à comprendre le déplacement de la Mamra. De l'Omta à la Mamra. Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes dans l'interrogation aussi? A-t-il raison ou pas? Oui. Moi, je considère clairement que la présence du ministre des Affaires étrangères algérien à cette marche-là, derrière Netanyahou, est une faute politique grave. Je considère que c'est une faute politique grave. Abed dit qu'il a analysé la situation, il a pensé qu'il devait y être. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu cette analyse de la situation, il pensait qu'il devait y être. Il y a eu ce premier moment, Charlie Hebdo, qui est une forte valeur française, c'est ça qu'il faut comprendre. Et la France arrive à rayonner parce que Charlie Hebdo est possible en France, il n'est pas possible en Israël, il n'est pas possible aux États-Unis. On va reparler. Il faut bien le comprendre. La France, c'est quand même une place particulière. On en reparle dans un instant. Voilà. D'où le rassemblement à Paris. Mais partir d'une analyse, lui dire, il faut défendre la liberté de la presse, il faut être à côté des Français dans cette. Tout à fait d'accord.
Netanyahou, criminel de guerre notoire, 2000 morts à Gaza et au mois d'août dernier. C'est pas parce qu'il porte un costume cravate et qu'il donne des ordres que c'est pas lui qui tue qu'on va le considérer autrement. Il est éligible au tribunal de La Haye. Marcher derrière lui, c'est une faute politique grave. L'Algérie n'avait pas besoin de faire cette concession. On n'est pas devant le club de Paris pour le rééchelonnement. On n'est pas en 92. Cette concession est totalement inutile. Enfin, voilà. Moi, je suis d'accord avec Hersen, Est-ce que c'est pour le même motif? Je suis d'accord avec Hersen, et en fait, ça illustre encore une fois la lourdeur des mécanismes de politique en Algérie. La décision de participer a été prise avant que Netanyahou décide de venir. Oui. Et on s'y tient, c'est-à-dire du moment qu'on a dit, on s'y tient, on bouge plus, on réagit plus aux événements. Netanyahou a fait un grand acte politique en venant, en s'imposant. Il s'est imposé. Toute la presse le dit. Il s'est imposé. Il n'y avait aucun mal, à mon sens, de dire du moment que ce type-là s'impose, c'est un criminel, je n'y viens pas, et le dire de manière même fortement, on vous soutient dans ce moment très dur, mais on ne veut pas être à côté d'un criminel de guerre. Il y avait une possibilité de le dire, mais c'est lourd. La question c'est, est-ce que c'est uniquement Israël qui pose problème dans ce déplacement de la Mamra, ou est-ce qu'il y a une autre raison ou un autre motif qui pourrait nous laisser perplexes sur le déplacement du ministre? Moi, je pense que c'est la bonne question. Moi, je ne suis pas totalement favorable à la présence de Ramtal Lamamra à Paris, mais si j'étais ministre des Affaires étrangères, je n'irais pas parce qu'il y a Netanyahou. Je peux dire aussi, à une certaine manière, je m'en fous de la présence de Netanyahou. Moi, je marche contre le terrorisme. Je soutiens un partenaire qui est la France. Netanyahou peut venir ou ne pas venir, cela ne me pose pas problème. Mais c'est vrai qu'il y a le problème de la présence du Premier ministre israélien. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de représentants de pays arabes, notamment des pays du Golfe, de la Jordanie et d'autres pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël, mais qui ont marché. Mais ils étaient un peu derrière, donc heureusement qu'on les a pas vus, notamment pour le cas de Ramtal Lamamra, parce qu'une photo entre lui et Netanyahou aurait vraiment fait du mal à l'Algérie, je pense. Quel message Abed Ramtal Lamamra a-t-il voulu véhiculer en se déplaçant à Paris? Tout à l'heure, j'ai dit, en parlant de la France, c'est comment Hollande a géré la situation. J'ai dit, c'est un système politique qui marche. Donc, à contrario, l'Algérie, c'est un système politique qui ne marche pas. Et dans une situation de crise pareille, il y a une évolution, un suivi, une capacité d'adaptation qui aurait dû exister pour permettre de corriger s'il y a correction, s'il y a lieu. Là, apparemment, Saïd l'a dit, une décision a été prise à un moment donné, et puis plus personne ne s'est réuni avec personne sur une semaine. Et donc, on reste sur cette décision-là. Ça s'est joué sur 48 heures. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et donc, on ne s'adapte pas. Là, il était possible de faire une déclaration fracassante, de marquer le coup. Moi, j'ai commenté la marche en direct sur une chaîne de télé. J'ai dit que j'espère que Lamamra va faire une déclaration pour dire que il ne faut pas mélanger le terrorisme avec la résistance légitime. Et c'était au moment où, et sur ça, Netanyahou arrive. Donc voilà, je percevais un peu la chose. Mais est-ce que Lamamra avait cette latitude pour organiser tout ça? J'en sais rien. Ceux qui ont soutenu la présence de Lamamra, j'ai eu des tweets, parce que moi j'ai réagi de manière spontanée dès que j'ai appris que l'Algérie ne retirait pas, enfin que Netanyahou allait venir, pour dire que cette fois-ci le ministre des Affaires étrangères algérien n'avait plus rien à faire à Paris. Et quelqu'un m'a répondu pour me dire Mahmoud Abbas y va. Oui. Est-ce que nous on doit être plus palestiniens que les Palestiniens? Bien sûr, c'est pas la même chose. Mahmoud Abbas représente une aile de la résistance, pas toute la résistance. Hamas est une autre partie de la résistance, la résistance, je prête la résistance à Mahmoud Abbas par égard à son passé de résistant. L'Algérie, les Palestiniens apprécient que l'Algérie garde une distance vis-à-vis d'Israël. Les Palestiniens ont toujours demandé à l'Algérie de continuer à être une force de pression morale sur le processus en restant à l'écart, en ne normalisant pas sa relation avec Israël. Nous sommes en position de continuer à le faire. Nous sommes en position de continuer plus que jamais. Et aujourd'hui, on aurait dû continuer à le faire. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense. En deux mots, c'est très confortable de dénoncer Lamamra. Et à mon avis,
On n'a pas. On ne dénonce pas la Mamra. La Mamra. Non, non. Attendez, sur ce plan-là, c'est pas la Mamra. Non, tu vas sur des détails pour dévier la discussion inutilement. On a dit la présence de monsieur la Mamra, ministre des Affaires étrangères à Paris, est-elle justifiée? Bon, on peut parler de cette manière. Donc, oui, c'est très facile de la dénoncer, mais je préfère dire qu'il y a peut-être des données politiques que il a ces données, nous on les a pas et ça justifie, je ne sais pas. Alors, je vous fais remarquer que sur ce type d'événement, face au terrorisme et à la politique étrangère, vous ne trouvez pas de voix discordantes au Maroc, ni en France, ni ailleurs. Il n'y a qu'en Algérie qu'on se permet ce genre de choses. Moi, j'aimerais dire un mot à ce propos. J'aimerais dire un mot à ce propos. Nous sommes dans un contexte où il faut le reconnaître. L'Algérie ne refuse rien à la France. C'est la vérité. Absolument. Et c'est ce qui est scandaleux. C'est pour ça que la Mamra est partie à Paris, parce qu'on ne refuse rien à la France de contexte. Le Maroc, les relations sont mauvaises entre le Maroc et la France. Mohamed VI a dit on ne marche pas. Pas pour Israël, pas contre Israël. Les Marocains n'ont pas dit la vérité lorsqu'ils ont dit on ne marche pas à cause des dessins. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est de la politique. Je remarque que vous axez votre intervention uniquement sur ce motif israélien. Mais je vais poser la question autrement. Si la Mamra n'était pas partie, qu'est-ce que ça aurait changé dans les relations algéro-françaises? Les Américains ne sont pas allés, ils ont dû se justifier. Peut-être, je ne sais pas si pour vous c'est un justificatif intéressant ou pas, mais si l'Algérie n'a pas été représentée à cette marche, qu'est-ce qui aurait changé? La Mamra a décidé d'y aller, c'est l'État algérien qui a décidé d'y aller, parce que la France a subi un acte terroriste très grave. Et ça, c'est compréhensible. Par contre, après que l'État algérien ne puisse pas être en mesure de dire, parce qu'on le sait, la Mamra lui-même, des gens dans l'État, n'acceptent pas d'être à côté de Netanyahou. Mais être contraint d'y rester sur cette position et ne même pas émettre au moins une déclaration pour dire qu'on aurait aimé qu'il ne soit pas là, ça pose problème. À la limite, ils auraient pu continuer à participer, mais en disant très clairement que cette présence est quand même désagréable. Saïd, on parle pas on parle pas d'un sommet ou d'une rencontre internationale ou de quelque chose. C'est quelque chose qui s'est improvisé. Donc c'est pour ça que la question est posée aujourd'hui. C'est une présence symbolique. Bon, on peut comprendre. Un État choisit d'y être. Mais là, ne pas être aussi en mesure de dire... Non, parce que c'est gênant parce qu'il y a beaucoup de malentendus, ou de non-dits plutôt dans cette affaire. Il y a la première affaire qui est visible dans plusieurs journaux algériens, elle est là à la une. Il y a des journaux qui contestent le fait de dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a des gens, des journaux, qui ont des tirages très forts, je sais pas si c'est dans qui considèrent... Non, les non-dits, c'est des ambiguïtés. Je parle bien d'ambiguïté. Et quand ils disent que Charlie Hebdo, Koffar, et ils ont insulté Rassoul, c'est 10, 15, 20, 30% de la justification de l'attentat. C'est combien? On ne sait pas, mais c'est un début de justification. Donc il y a cette ambiguïté-là. La deuxième ambiguïté, c'est la présence de Netanyahou. La troisième ambiguïté, c'est que ça se passe en France quand même, ça reste la France. Le troisième non-dit, on sent vaguement, on a envie de dire vaguement que c'est peut-être le prix payé pour accéder au soin au Val-de-Grâce. La succession de non-dits fait que ça devient une affaire gênante. C'est pour ça que moi, je préfère me situer sur un... C'est ce que tu expliquais, les éléments dont tu ne disposes pas pour savoir, des éléments politiques cachés. Oui. On ne les connaît pas. C'est un bulletin d'admission aux soins en France. Voilà. Ça serait finalement que ça. On ne sait pas quelles sont les vraies raisons, quels sont les vrais éléments. Peut-être que M. Lamamra a de vraies raisons. Peut-être que le président Bouteflika est devenu un président moralement très faible. Compte tenu de sa situation. C'est une vraie question que je pose solennellement aujourd'hui. Je la pose solennellement. Aujourd'hui, on a un président malade. Depuis le début du 4e mandat, on dit il est incapable. Monsieur Amara Ben Younes nous répond,
Ses pieds ne bougent pas comme il faut, mais sa tête tourne à 200 à l'heure. C'est ce qu'il nous répond tout le temps. Oui. Aujourd'hui, je me pose la question. Il n'a pas réagi. Il a ordonné à Al-Khordali à Paris, à M. Lamam Radari à Paris, dans un premier contexte. Le contexte a totalement changé avec l'annonce de l'arrivée de Netanyahou. Il n'a pas réagi. Moi, il y a une suspicion d'incapacité morale à diriger ce pays. Maintenant, on va parler de gaz de schiste, de ces manifestations qui se sont étendues, qui sont parties de Ain Salah et qui connaissent une grande mobilisation aussi partout dans d'autres régions du Sud. Au gouvernement, à la présidence, on n'a pas trouvé mieux que de commander un débat. Aujourd'hui, commander un débat sur le gaz de schiste au lieu de s'exprimer, parler, rassurer. On fait un peu tout le contraire de ce qui aurait dû être fait depuis le début, exploiter, bientôt ensuite discuter, faut réexploiter, discuter. Aujourd'hui, d'où le dialogue de sourds. Alors la question c'est, est-ce que la crise qui perdure aujourd'hui n'est-elle pas d'abord une crise de confiance avant que ce soit un problème d'environnement, de stratégie à mettre en place? Indéniablement. C'est un problème de confiance. C'est-à-dire, on a beau envoyer des experts dire des choses que ça pose pas de problème, etc. En face, les gens ont une idée arrêtée. Je l'ai déjà dit avant. Ce n'est pas que le gaz de schiste, c'est un sujet sur lequel on s'accroche pour poser d'autres types de contestations qui sont d'ordre politique, des revendications économiques et sociales qui sont posées derrière cette histoire de gaz de schiste. Moi, je pense que le gouvernement, que Youssef Yousfi, qui peut-être vit ces derniers jours à la tête du ministère de l'énergie, a bien compris qu'il y a un mouvement de résistance. Il y a eu une réunion très intéressante entre Youssef Yousfi et la société civile à Ain Salah il y a 5 jours. Elle était très intéressante parce que les gens de Ain Salah voulaient mettre dans la salle des gens qui ne savaient pas parler. Finalement, la salle était pleine d'experts qui ont su porter la contradiction à Youssef Yousfi. À Youssef Yousfi qui était totalement populiste et démagogue, qui disait Had al-Gas Sakhreta al-Umma. En face de lui, il y avait quelqu'un qui lui a dit: Monsieur Youssef Yousfi, ça fait 1 heure que vous nous dites les Américains exploitent le gaz de schiste, mais nous n'avons ni l'expérience des Américains, ni les instituts de recherche des Américains, ni le savoir-faire, ni la législation américaine qui peut nous protéger. Donc je pense que Youssef Yousfi, qui est parti calmer les choses là-bas, s'est pris au piège et il a compris l'ampleur de l'opposition qui est sur place. Moi, je pense qu'on doit corriger déjà quelque chose. La semaine dernière, on avait tendance à dire que les populations du Sud avaient pris en otage cette histoire du gaz de schiste uniquement pour essayer de poser un problème politique et d'améliorer leur situation sociale. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la persistance de ce mouvement, on devrait se dire qu'il y a une vraie crainte, y compris par rapport aux incidences que peut avoir l'exploitation du gaz de schiste, quand on voit le nombre de forages qu'il faut faire, etc. Donc il y a peut-être pas l'émergence d'une conscience écologique au sens le plus moderne, mais il y a une préoccupation réelle que le message officiel n'arrive pas à apaiser. Ça, c'est aujourd'hui un paramètre avec lequel il faut agir. Ça prendra du temps. Oui. Et donc, comme la confiance n'est pas là, évidemment, c'est pas les émissaires du gouvernement actuel, ni le Premier ministre, ni M. Yousfi, qui vont pouvoir calmer la situation en disant qu'il n'y a aucun risque, que les Américains le font, etc. Il n'y a pas eu de signaux cette semaine qui nous dirait que la situation est en train de se dégrader dans le Sud ou qui nous amènerait à nous interroger sur pourquoi est-ce que ça dégénérerait. Alors, c'est exactement ce qui m'inquiète. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'institutions qui fonctionnent et il n'y a pas d'hommes politiques crédibles. Ça donne quoi? Ça donne que face à une contestation de ce type, la situation ne peut que dégénérer. Le résultat sera terrible. Moi, cette contestation me gêne. Normalement, quand il y a une contestation sur l'environnement, sur l'écologie contre le gouvernement, je devrais être content. Et là, je suis très inquiet. Parce que quand il n'y a pas quelqu'un en face capable de répondre, ça ne peut que dégénérer. On a Ghrdaya. Ghrdaya, c'est un petit problème. Ça fait 18 mois qu'on n'arrive pas à régler ce problème. Sur le gaz de schiste, comment ça va se régler? Il n'y a pas 1000 solutions. Il y en a 2, 3. Avec des petites variantes. Soit le gouvernement persiste et signe.
Donc, ça va dégénérer avec de l'insécurité qui est au sud, avec des mouvements de jeunes qui apparaissent, des jeunes du sud, avec un régionalisme de plus en plus prononcé, avec un tribalisme qui devient de plus en plus pesant dans le sud. Il faut s'en rendre compte. On n'en parle pas bien, mais il faut s'en rendre compte. Donc, si le gouvernement persiste, ça va aller ça va dégénérer. Si le gouvernement recule, il nous délivre un message qui est très simple. On ne tient pas compte de son avis. Et donc, ça y est. Ah oui, c'est radical. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Non, ce qui m'amène à me poser des questions sur l'utilité, la nécessité de la protestation. Elle est terrible. Si on fait rien, on est foutu. Si on proteste et on agit, c'est encore plus grave. Peut-être parce que le débat, c'est celui du gaz de schiste et de la conscience de la population que la réponse peut être « je vous ai compris ». Non, pas forcément. Non, c'est un autre sujet. C'est qu'il inverse la situation des responsabilités. Oui. Ah non, exactement. La défaillance du pouvoir étant constatée totalement, les autres devraient attendre quoi? C'est la question qu'on peut se poser. C'est exactement ce que je veux dire. Les contestataires sont... S'ils sont au niveau de ce qu'on suppose, au niveau qu'on leur crédite, ils sont obligés d'inventer la solution. C'est un peu ce que j'ai écrit il y a quelque temps sur l'université. On avait un ministère qui faisait absolument rien et des étudiants qui ont fait une grève qui a duré 4 mois. Je me suis adressé aux profs d'université pour leur dire, écoutez, la solution, c'est vous qui allez la ramener. L'administration est incapable de la ramener. Il faut admettre ce type de situation. Le pouvoir n'est pas capable d'amener la solution. Et on a compris que la population, que les Algériens se sont substitués à l'État depuis le début, enfin depuis fort longtemps maintenant. Alors, il y a quand même un volet bilan. On peut s'arrêter quelques secondes dessus. Moi, je pense que la population du Sud n'aurait pas réagi de la même manière si depuis 3 ans, on avait tenu un autre discours vis-à-vis de ce qu'est le gaz de schiste pour l'avenir algérien. C'est qu'aujourd'hui, il est présenté comme une possible extension de la rente énergétique, comme un moyen de continuer à gagner beaucoup d'argent. Mais il y a eu un mensonge, ça n'a juste pas... Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. C'est toute la différence. C'est-à-dire que si on avait dit, il y a une grosse chute, il y a un gros problème de production de gaz ordinaire, des hydrocarbures ordinaires. Nous sommes en train de baisser. Il y a juste un chiffre. Il y a 85 milliards de mètres cubes de capacité d'exportation installée. En 2014, l'Algérie a exporté 42 milliards, à peine la moitié des capacités d'exportation. Ça baisse très très vite. Hassermel est en déplétion, etc. Il y a un problème. Si M. Yousfi avait tenu l'autre posture, celle de dire la vérité, celle de dire nous sommes en grosse difficulté, le gaz, les programmes d'approvisionnement pour les Algériens vont s'arrêter d'ici 2030 si on ne supplie pas avec autre chose. Et donc, c'est presque... Déjà, ça change là-dedans. C'est-à-dire que si vous voulez avoir encore de l'électricité, vous voulez avoir encore du carburant, vous voulez avoir encore du chauffage et des emplois, nous sommes obligés de faire ça. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas une rente, on n'a pas le choix. C'est pas ce discours qui a été tenu. Alors, ça a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est une alliance entre l'incompétence et le mensonge. Les gens ne font pas confiance à ce pouvoir. Dans l'absolu, moi, je ne suis pas contre l'exploitation du gaz de schiste. Il était pas du tout. Pour 2040, c'est bien de le rappeler. Non, mais c'est bien, tu parles de mensonge, c'est bien de le rappeler. Non, je parle de mon idée. Je ne suis pas contre l'exploitation des gaz de schiste, mais je suis contre l'exploitation du gaz de schiste avec ce système politique, avec ce gouvernement et avec ces ministres, parce que s'il y a une catastrophe demain, ils vont nous mentir. Il faut quand même parler aussi de l'incompétence. Vous avez vu que le secteur de l'énergie, son attaqué ministère, ont lancé une campagne de communication. Vous avez vu le PDG de Sonatrach? Il a ramené des feuilles à la radio et il a fait un cours de chimie générale. J'ai mis sur Facebook que j'entendais les feuilles quand il tournait les feuilles. Et quelqu'un m'a envoyé la vidéo, effectivement. Il avait ces feuilles devant lui. Le gaz était un composé de carbone parce qu'on lui a demandé de s'exprimer. C'est pas possible à ce niveau-là. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a un vrai problème de démocratie.
C'est-à-dire, la décision, on a suivi tout ça, la décision d'exploiter le gaz de schiste a été prise en Conseil des ministres, on l'a fait l'annonce, et alors que déjà il y avait des Algériens qui posaient des questions, est-ce que c'est la bonne option, pas uniquement d'un point de vue écologique, y compris du point de vue de sa rentabilité, etc. Et donc ça a été décidé comme d'habitude. On a tranché, qararna, et aujourd'hui on se rend compte que le qararna ne marche plus aussi facilement Les questions sont légitimes. Le gouvernement peut avoir des réponses convaincantes, mais le manque de crédibilité, de légitimité, le fonctionnement de ce système fait que on a systématiquement envie de dire c'est faux, ce qu'ils disent est faux. Alors, on parle d'un remaniement, d'un nouveau gouvernement. Sans Sellel, vous y croyez, vous ? Pour gérer la crise, pour gérer le problème extrême. Non, moi je pense pas que Sellel va partir, mais il faut me demander pourquoi. Vas-y, réponds. Parce qu'ils vont pas trouver pire que Sellel. C'est ça qui va le sauver. Pourquoi ? D'abord, on a parlé de Sellel. On va essayer d'être cohérent. On a parlé de Sellel. Pourquoi est-ce que Bouteflika se détacherait de Sellel aujourd'hui ? Alors, il y a une problématique. C'est pas Bouteflika, c'est Saïd Bouteflika. Quand on parle de Bouteflika, c'est Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika de ce que nous savons. Tout à l'heure, je te le rappelle. C'est lui qui a envoyé Rabta Lamabra tout à l'heure. Oui, il a pris une décision et puis il n'a plus réagi pendant 3 jours. On va se rappeler un peu du triumvirat qui a permis la réélection de Bouteflika. C'est Saïd, le général Gaïd Salah et le Premier ministre Sellel qui aurait pu être un candidat à un moment donné mais qui a très vite cessé de l'être, notamment parce que Gaïd Salah s'y était opposé et depuis on sait pourquoi. Alors, cet attelage-là, c'est de ce qu'on sait. Il s'est fissuré depuis 7-8 mois. Et se fissurant, la notoriété entre guillemets de Sellel émergent. Enfin, Sellel représente l'Algérie à l'international. Enfin, les présidents viennent en Algérie, mais quand il faut aller chez les autres, c'est Sellel. On se rappelle notamment du voyage à Paris et celui de Londres. Donc la confiance s'est brisée. Aujourd'hui, il se dit que Saïd Bouteflika voudrait changer Sellel. Il considère que Sellel n'est plus loyal et il poserait problème. Voilà, pourquoi parce qu'il peut penser à un moment donné qu'il va, à la prochaine échéance, il va vouloir jouer sa propre carte. S'il y a une la prochaine échéance, 5e mandat. Non, c'est l'après Bouteflika pour des raisons biologiques, parce que le 5e mandat, c'est quand même 2019, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Possible, attention. 2019. Donc il y a une problématique de ce type-là, de leadership, de mise en. Bon, qu'on s'entende bien. Le clan présidentiel a renforcé ses positions. Par exemple, il a fait du FCE une crypto-organisation de masse avec M. Ali Haddad à sa tête. Donc dans la démarche, il y a cette problématique. Maintenant, il y a une autre problématique qui elle est différente. On va rentrer dans le dur en 2015. Il y a trop de ministres incompétents, trop de ministres qui ont été amenés là juste pour exécuter et dépenser des budgets. On a besoin de personnes qui font des arbitrages, qui réfléchissent, qui innovent. Donc il faut chercher dans un autre répertoire de ressources humaines. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Est-ce que ça voudrait dire un nouveau Premier ministre avec plus de pouvoir ? Parce que finalement, si on change Sellel, c'est pour que le prochain Premier ministre ait davantage de pouvoir que celui qui l'a précédé. Pour gérer la situation, si, c'est ce qui est demandé aujourd'hui, c'est ce que tout le monde demande. Il est question de réviser la Constitution qui doit prendre en charge, comme dit notre ami Charef, l'état de santé du président. On va constitutionnaliser la situation créée par l'état de santé de manière à déléguer des pouvoirs un peu plus au premier. On délègue, ça ne veut pas dire celui qui délègue peut retirer. Donc dans une forme de droit, celui qui peut déléguer un pouvoir peut le retirer comme il veut. Et donc il s'agit d'organiser cette situation. Donc si tu veux, il y aura peut-être un Premier ministre avec plus de pouvoir, mais ça ne change rien à la situation de fond. Il n'y a rien de changé sur le fond. C'est-à-dire que le vrai pouvoir est entre les mains du président et de ceux qui l'écoutent. Et donc un remaniement ne voudrait rien dire, ne changerait absolument rien à la situation.
En fait, ce que vient de dire Ihsan, moi je veux abonder sur son sens. On a eu le ministre Imarati, on est obligé maintenant de penser comme ça à pétrole. Il a dit attention, j'avais vu un article de Charef où le gouvernement algérien spécule sur un rebond dans 6 mois du pétrole. Le ministre Imarati a dit, vous savez, il ne faut pas trop spéculer sur ça, j'exclus un rebond rapide. Et il a commencé à dire ça peut durer 2 ans, 3 ans, voilà. Donc on est sur une démarche longue. Il exprime le point de vue de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, si l'actuel ministre du pétrole saoudien ne saute pas, hein, on est dans une stratégie dure où on va avoir un pétrole bas pendant très longtemps. Et donc un premier ministre à qui on a intérêt à donner plus de pouvoir pour gérer une situation de crise. Peut-être, là c'est une choix de rêve, mais peut-être qu'il faut commencer à changer le régime carrément. Il faut recréer une relation avec la population pour leur faire accepter des mesures qui vont être impopulaires. Il faut augmenter, parce que techniquement tout le monde le dit, il faut augmenter le prix du carburant, de l'électricité. Voilà, ce sont des décisions à prendre. Mais Saïdani parle d'un remaniement. Mais Saïdani parle d'un remaniement tout de suite là, tout de suite. Non, il y a des angles. Saïdani, de son point de vue, le FLN devrait être à la tête du gouvernement, et donc il répète ça. On suppose qu'il est un peu mandaté, c'est possible, mais c'est possible que ça soit son propre vœu. Mais on est en train de regarder tout ça avec un logiciel qui n'est pas le bon. Vous êtes en train de supposer que le gouvernement a été formé pour gérer le pays, pour faire de la croissance. Non. Le gouvernement a été créé pour assurer la paix sociale tant que le président Bouteflika est là, distribue de l'argent, point. On ne leur demande pas d'être performants. Ils n'ont pas été par le passé, ils n'ont pas été sanctionnés. Il n'y a aucune raison que ça change. Il y a Ain Salah aujourd'hui. Il y a Ain Salah. Par exemple. Il y a le prix du pétrole. Il y a le prix du pétrole. Oui, il y a un discours qui a évolué. Un discours qui a évolué, ça devrait déboucher sur des actes. De parcours. À Ain Salah, on va leur dire vous laissez vous abandonner l'idée, trouver une sortie plus ou moins honorable. Et puis on va oublier. On serait presque enclin à penser que tu souhaiterais qu'il ne change pas pour qu'il s'effondre. Tu as peur que ce gouvernement ou ce système engage la réforme et qu'il enlève aux autres. Qu'ils deviennent intelligents. Ce que je souhaite est plus complexe, mais vraiment, je sens que le pays est piégé, il est miné. Et ce que je crains, c'est que on touche, là où on touche, ça s'écroule. Je ne sais pas si tu connais la pièce d'Abdelkader Aloula, quand il dit attention, si tu éternues, il y a des tuiles qui vont tomber dans une maison qui est complètement délabrée. On en est là. Il y a un ministre proche du cercle présidentiel des premières années de Abdelaziz Bouteflika, que j'ai rencontré en début de semaine, qui m'a dit cette phrase que j'ai reprise dans ma chronique d'Al-Watan. Sur le plan économique, c'est un ministre économique, tout le monde sait ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais tout le monde sait aussi que ça ne se fera pas.